Bienvenue dans le Meeting Club. Avec ce podcast, nous anticipons les changements, décryptons les futurs enjeux RH, compétences et formations. Je m'appelle Morgane Marietti, je suis entrepreneur, cofondateur de Proactive Academy, l'entreprise qui forme vos salariés. Nous vous proposons un regard croisé sur tous les sujets du moment, avec des experts, des entrepreneurs, des managers. Tout ça pour nous aider, vous aider à rester dans l'air du temps. Je vous propose donc de bien vous installer et de profiter. Je m'occupe du reste. Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Meeting Club de Proactive Academy. Le Meeting Club, en fait, c'est un lieu de rencontre avec un podcast, mais pas seulement, autour des enjeux qui peuvent impacter le monde de l'entreprise, le monde des organisations, autour de toutes les activités qui sont liées à la commercialisation, le développement, les compétences, les RH, tous les sujets du moment qui peuvent aujourd'hui vous poser problème, vous, sur vos postes d'entrepreneurs, de dirigeants, de managers, de directeurs d'associations, etc., etc. Et on essaye de traiter très régulièrement. Vous avez vu, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, qu'on traite ces sujets-là des fois une fois par semaine autour de plein de sujets divers. Aujourd'hui, on va traiter des mondes virtuels, ce qu'on appelle aujourd'hui les métaverses, un sujet à la mode depuis que Facebook a lancé Meta, son futur monde virtuel, mais c'est pas entre guillemets les seuls. Ils sont en concurrence avec d'autres plateformes et l'univers du monde virtuel fait souvent rêver et crée beaucoup d'imagination avec des films, par exemple. Un très récent qui s'appelle Ready Player One, par exemple, ou la série Upload qui laisse imaginer plein de futurs. Est-ce que dans la réalité, on est proche ou loin de ce genre de fantasme? Ça, c'est la question qu'on se pose. Et surtout, quel va être l'impact des mondes virtuels sur nos entreprises, sur nos organisations et sur notre fonction de fonctionner tous les jours? Et c'est la question auquel on va essayer de répondre avec deux de nos invités, nos deux experts. D'abord, Louis Dupin, directeur des opérations chez Immersive Learning Lab, et Olivier Cordellani, président fondateur de YTY. Alors, il le dit à l'anglais, moi je le dis à la française. Comme ça, je me fais pas d'erreur sur la prononciation. Il me corrigera. Bonjour à tous les deux. Bonjour, messieurs. Merci d'être avec nous. Bonjour à tous, aussi à toutes les personnes qui nous suivent et de participer à ce débat. Je vous laisse vous présenter. Je commence par Louis. Bonjour Morgane, bonjour à tous, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être avec vous. Donc moi, je suis Louis Dupin, je suis directeur des opérations au sein d'Immersive Learning Lab. Nous, on est à la base une association qui travaille sur les usages des technologies immersives. On existe depuis fin 2018. Voilà, on regroupe aujourd'hui 140 membres de l'écosystème, producteurs de contenu, utilisateurs de contenu et prescripteurs. Et on travaille vraiment sur tout ce qui va être posture, qu'est-ce qui est nécessaire pour mettre en œuvre les technologies immersives. Pour en parler, mon métier, c'est formation de formateurs et consultant en stratégie digitale, conduite du changement et gestion de projets dédiés aux différentes technologies immersives. Mais on va revenir sur ce que sont les technologies immersives et le métavers. Merci Louis. Olivier. Oui, bonjour. Merci de m'accueillir. Merci de votre écoute. Donc, je suis le président fondateur de YTY, qui est une société qui va s'occuper de réfléchir et de développer des produits qui permettent d'exploiter à la fois la blockchain et à la fois le métavers. Donc, on prépare notamment une carte sans contact NFT qui va permettre à la fois de valoriser les NFT qui sont actuellement uniquement dans le monde du web et qui vont après être exploités dans le monde du métavers. Et puis, parallèlement à ça, je suis un expert conseil auprès d'entreprises, de grandes marques sur l'usage du Web3 et des métavers appliqués au retail, aux marques, au marketing électronique de manière générale. Super. Merci beaucoup. Après, je suis un ancien du jeu vidéo. J'ai été un des pionniers du jeu dans les années 80 et jusqu'en 2000, j'ai fait du jeu vidéo. C'est après que je me suis intéressé plutôt au web et au métavers.
Très bien. On me dit que on m'entendait pas assez fort. Est-ce que là c'est mieux? Vous m'entendez mieux? Ça va mieux en termes de son? N'hésitez pas à me le dire pour éviter qu'on m'entende pas assez, sachant que vu que j'anime la partie podcast, ce serait dommage à la fin. Super, merci beaucoup pour votre présentation. Alors j'ai une question qui me vient tout de suite. On peut se dire, mais c'est quoi en fait un métaverse? C'est quoi la définition d'un métaverse? Et après on verra un petit peu aussi l'évolution du web parce qu'on parle de web 3.0 et il y en a déjà 2 avant, donc on va essayer de faire la différence déjà. Donc pour que tout le monde comprenne. Allez, je vous laisse tous les deux apporter une définition. Qu'est-ce qui est aujourd'hui le métaverse? Je peux peut-être faire une réponse plus générale, pas trop technique. Le métavers, il n'y a pas de définition officielle. On peut regarder sur Internet, etc. Donc, moi, je donnerai ma définition qui semble faire l'unanimité. Le métavers, c'est une entité informatique qui doit respecter 3 indicateurs, 3 caractéristiques. La persistance, donc c'est un monde qui doit être persistant, c'est-à-dire que quand on le quitte, il continue à vivre, à évoluer par lui-même. La représentation de ce monde doit être en 3 dimensions, ce qui fait une grosse différence avec la représentation du web actuel. On n'est pas sur des pages de sites internet, on est vraiment dans un monde avec la notion de temps et d'espace, donc en 3 dimensions. Et le dernier point, ce monde doit être relié à des signaux réels et relié au monde physique, au service physique. Voilà. Pour moi, c'est vraiment la définition. Donc, c'est un monde parallèle qui a ces 3 caractéristiques. Et si tu veux compléter. Si je peux apporter un petit complément, ouais, il faut bien distinguer donc la définition théorique que vient de donner Olivier, qui est l'objet théorique, et sa définition est bonne. Moi, je rajouterais l'interconnectivité des systèmes dans sa définition, mais c'est exactement ça. Avec le buzzword actuel qu'on voit partout, qui est employé un peu à tort et à travers, qui va définir plutôt des plateformes collaboratives, parce qu'avant on appelait des plateformes collaboratives. La grosse différence entre les deux, c'est exactement ce que disait Olivier, c'est qu'il y a peu de connectivité avec le monde réel. Elles sont pas interconnectées, elles sont peu ou pas permanentes, elles n'évoluent pas pendant que vous n'y êtes pas. Voilà, donc il faut faire attention à la différence des deux termes. Et du point de vue pratique, on peut déterminer en fait deux modes de représentation du métavers. Vous accéderez dans le métavers soit avec un casque virtuel. Donc ça, c'est un métavers, une partie du métavers qui est représentée en réalité virtuelle. Donc là, vous êtes incarné dans un monde et tout est calculé par l'ordinateur. Tout est en synthèse, d'accord ? Et vous avez aussi le métavers qui va être visible avec des lunettes de réalité augmentée que préparent d'ailleurs Apple, Samsung, etc. Donc, c'est le même monde, mais avec des lunettes en réalité augmentée, il sera mélangé à la réalité. Puisque c'est des lunettes, vous verrez vraiment ce qui vous entoure. Et en surimpression, on va rajouter le métavers avec des images de synthèse. Et donc là, c'est des usages qui sont complètement différents. Quand on est dans un métavers, quand on est dans une partie du métavers qui est entièrement en image de synthèse, on a la maîtrise du temps et de l'espace. Donc, on peut imaginer des services qui n'ont pas de contraintes de temps et d'espace, par exemple du chat, des rencontres avec des personnes qui sont interconnectées à des distances très lointaines et qui vont se retrouver dans une salle virtuelle. Alors que quand on est dans la partie du métavers qui mélange le réel avec des informations en augmenté, on est dans la proximité. C'est-à-dire qu'on voit le métavers autour de nous, lié à des objets qui sont réels autour de nous. Je prends le cas, par exemple, des applications d'IKEA où on peut poser un meuble dans sa chambre. Le meuble est virtuel et on regarde avec les lumières de sa chambre, les lumières de son salon réel, le résultat. Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes usages, les mêmes applications. Si on doit prendre des références pop culture, puisque en fait tous ces termes ont été posés et ces concepts ont été forgés dans le milieu des années 80, la pop culture, vous avez Ready Player One, ça c'est le côté métavers en réalité virtuelle, et vous prenez Minority Report, et ça c'est le métavers côté réalité augmentée. Et l'ensemble des deux, c'est ça qu'on va appeler le métavers, l'objet théorique métavers, c'est la connexion de ces deux mondes et l'interconnectivité des deux.
avec le monde réel, le monde numérique et des points d'accès qui vont être divers, le casque de réalité augmentée, le casque de réalité virtuelle, le casque de réalité mixte, puis après encore tout un tas de technos un peu différentes. Bien évidemment, les smartphones, les PC permettront d'accéder avec des expériences dégradées. Voilà. Si on doit faire du rapide sur le théorique, c'est ça. Merci pour cette définition. N'hésitez pas de votre côté à interagir, à poser des questions ou à commenter sur le chat directement. On pourra reprendre vos questions. Donc, on est d'accord que la réalité virtuelle ou la réalité augmentée, ça n'existe pas que depuis cette année. C'est pas parce que Facebook l'a annoncé que entre guillemets on part de zéro. Si on parle par exemple de 2006, on parle par exemple de Second Life, par exemple, qui est un des pionniers sur le sujet. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? On peut parler aussi des jeux vidéo. Moi, Pokémon Go avec de la réalité augmentée quand on parcourt. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui et qu'est-ce qui va changer demain en termes de prospective? Alors, il y a deux choses à bien voir. C'est les technologies immersives, parce qu'on va éviter de faire la distinction réalité virtuelle, réalité augmentée. Les techno immersives, notamment dans le sujet du métavers, parce que c'est très lié. Les techno immersives, le point de départ, c'est 1968. On faisait de la réalité augmentée en 68, premier dispositif technologique. Ça se déploie massivement dans l'industrie en 90. En 2000, vous avez les cardboards. Je sais pas si vous vous souvenez de ces trucs. On mettait notre téléphone portable dedans. Ça rendait tout le monde malade, mais c'était un premier pas sur l'immersif. Et ensuite, c'est Facebook, c'est 2014 qui amène les premiers casques grand public. Donc ça, c'est pour l'histoire des techno immersifs. Derrière, sur le côté métavers, en fait, c'est ce que tu disais, Morgane, on a effectivement une ancienneté aussi de la chose et qui est encore plus ancienne que Second Life. Second Life, c'est le premier qui fait du bruit, parce que c'est un peu le premier MMO. Voilà, si on doit se raccrocher au domaine du jeu, on a vraiment ce côté multi-utilisateur dans un environnement permanent qui évolue pendant que tu n'y es pas, puisque d'autres utilisateurs vont jouer et vont faire évoluer les choses. Et en plus de ça, vous avez toute la partie développeurs qui vont mettre des mises à jour, qui vont mettre des nouveaux joueurs, qui vont mettre des nouvelles quêtes, Et donc là, on a ce côté évolution. Ce qui va changer en fait aujourd'hui, c'est la puissance de calcul pour créer des environnements qui ressemblent à quelque chose à moindre coût. C'est le cloud computing qui va permettre d'avoir des périphériques de plus en plus légers d'accès. C'est pour ça qu'on peut commencer à envisager des lunettes de réalité augmentée ou des casques de réalité virtuelle qui vont être très fins et faciles d'accès et pas chers. Et c'est surtout la puissance de calcul du réseau au complet qui va permettre une interconnectivité des systèmes. Et surtout, avec tout ce qu'on va appeler les objets connectés, on va pouvoir prendre de la donnée dans le monde réel et la mettre dans le monde virtuel et avoir un impact du réel dans le virtuel, mais pas que. On va pouvoir avoir l'impact du virtuel dans le réel. Un exemple très concret de ça dans le monde pro, c'est tout ce qu'on va appeler j'ai un peu de mémoire, les jumeaux digitaux dans le monde de l'industrie. C'est-à-dire que vous avez un modèle numérique parfait qui est une copie exacte du construit de votre atelier. Et dedans, votre atelier est bardé de capteurs. Donc, quand quelqu'un va déplacer la clé de 12 pour mettre un boulon sur une porte, vous savez qui a pris la clé, avec quel boulon et où est-ce qu'il va le faire son activité. Voilà, ça, c'est une bonne définition de l'interconnectivité des deux et donc de la puissance qu'on va avoir par la supervision dans un monde virtuel ou l'action dans un monde virtuel qui va permettre d'avoir une action concrète dans le monde réel. Et ça, c'est très nouveau. Oui, en fait, pour que le métavers puisse exister, il a fallu attendre que l'Internet puisse évoluer. Puisqu'en fait, si on prend l'histoire, tout à l'heure, Morgane, tu parlais justement, tu voulais qu'on repositionne un peu l'histoire par rapport au web. La première chose qui s'est passée, c'est que les réseaux qui étaient locaux dans les années 80 au sein des sociétés se sont interconnectés. Et dans les années 90, est donc apparu un réseau mondial global qu'on appelle le web et qui permettait simplement de visualiser de l'information. Ensuite, on est passé au web 2 où là, on visualisait de l'information, mais on pouvait aussi la partager, et d'où l'arrivée des réseaux sociaux, etc., etc. Donc, on est arrivé à un réseau mondial où les personnes pouvaient consulter des informations, les trouver et aussi en publier. Là, on est en 2010. Ensuite, dans les 10 ans, 2010-2020, les technologies qui permettent d'être propriétaire de ces données ont fait naître la blockchain, en fait. Donc, maintenant, on est au Web 3 où on consulte, on publie et on est propriétaire. Et le fait d'avoir ces trois couches, ça veut dire qu'aussi, on est tous interconnectés
avec des données qu'on peut s'envoyer, qu'on peut se partager, etc. Et ça veut dire que maintenant, on peut travailler sur la représentation visuelle de tout ça en ajoutant une couche de 3D, d'image de synthèse, et avec des nouveaux périphériques que sont les casques virtuels et les lunettes. Mais ce qui fait qu'il y a un métavers, c'est que quand on va brancher ces lunettes sur le Web 3, de fait, tout va être interconnecté. Donc, ça revient à la définition que Louis précisait, c'est-à-dire qu'on avait des plateformes qui étaient indépendantes, qui faisaient de l'image de synthèse de manière indépendante. Et là, avec l'Internet, elles vont toutes s'interconnecter et on va avoir donc l'équivalent d'un cloud, mais avec 3 dimensions. C'est ce qu'on appelle le métavers. Ok. Alors, lors de notre discussion de préparation, un des points que vous releviez tous les deux, c'est qu'on n'avait pas encore de standard et pas encore de protocole, qui fait qu'aujourd'hui, pour l'instant, c'était un peu la bataille entre les différents futurs ou actuels acteurs. On a des protocoles qui existent pour le Web 1, pour le Web 2. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler un petit peu des standards? Est-ce qu'ils viennent? Qu'est-ce qui va arriver dans les années qui viennent? En fait, sur ce qui va arriver en termes de standards, il y en a plusieurs. Il faut bien comprendre qu'il y en a plusieurs à créer. Il va falloir qu'on se mette d'accord sur le format des objets 3D. Voilà, quel est le format de ces objets et comment est-ce qu'on fait pour qu'ils soient disponibles tant sur des périphériques réalité virtuelle que réalité augmentée et dans une plateforme 1 et une plateforme 2. Ça déjà, c'est une première question qu'il faut poser. La deuxième, elle tient à l'adressage des choses. Comment est-ce qu'on va adresser les environnements virtuels et comment est-ce qu'on va permettre aux personnes de passer d'un environnement à un autre. Ça, c'est un deuxième standard qu'il faut mettre en place. Et le troisième qu'il va falloir mettre en place, c'est tout un standard de protection de données. Puisque aujourd'hui, et ça, on en reparlera, on en avait parlé avec Olivier et toi hier, mais comment est-ce qu'on protège les données utilisateurs, puisque ça va plus être comme se faire prendre son email, ça va être beaucoup plus intime que ça, parce que les données qu'on va mettre dans le métavers, ce n'est pas juste vos positions et toutes celles que vous allez déjà donner à Google et Facebook, ça va être votre posture, votre voix, votre avatar, votre apparence, comment vous vous définissez, les choses que vous possédez dans un environnement. Voilà. Tout ça, comment est-ce qu'on sécurise ces choses-là? Il y a aussi des standards à mettre en œuvre. Et pourquoi un standard? Parce que on a parlé d'interconnectivité des plateformes. Si on veut l'interconnectivité, il va bien falloir qu'on puisse communiquer de là. Je ne sais pas ce que tu en penses, Olivier, mais… Tout à fait. C'est ça le gros problème actuel. Et il y a 2 stratégies. Enfin, on constate qu'il y a 2 moyens pour arriver à avoir ce standard. Soit vous avez un mastodonte comme Facebook qui se transforme en Meta et qui, de fait, se retrouve avec 2,5 milliards d'utilisateurs potentiels et une palette d'outils pour construire le métavers, pour le rendre interactif, pour créer des applications dans le métavers. Et du coup, c'est Facebook qui va imposer le standard et on va tous construire des univers dans le métavers Facebook et on va se retrouver avec l'équivalent de Windows sur PC, si vous voulez. Où en gros, on aura un système d'exploitation de métavers unique qui est Meta et à l'intérieur, vous aurez l'écosystème qui va se développer. Et le problème, c'est qu'on va se retrouver avec un monopole comme on a déjà sur le Web 2. L'autre vision, c'est de faire du métavers ouvert, l'équivalent de l'open source en métavers, on va dire, où là, on arrive à faire en sorte que tout ce qu'on fait dans le métavers est du point de vue informatique normalisé pour que l'interconnexion soit rapide, facile, publique et sécurisée avec la blockchain. Donc, on en est un peu là. Il y a des standards au niveau de l'affichage, au niveau il y a beaucoup de normes qui arrivent, mais moi, je crains que… Enfin, voilà, il faut qu'on se batte pour pas que ça soit Meta qui absorbe tout. Parce qu'il faut être conscient que quand vous êtes en avatar dans un monde virtuel, Facebook n'a plus seulement votre position GPS comme il l'a actuellement pour savoir si vous êtes à l'intérieur, aux Galeries Lafayette ou à l'extérieur de la Galerie Lafayette. Là, on va collecter en fait ce que votre avatar fait. On saura ce que vous êtes en train de regarder, quel produit vous êtes en train de regarder, quel produit vous êtes en train de toucher, si vous l'avez acheté ou pas. On va savoir ce que vous allez dire à l'autre avatar qui est à côté de vous, qui est peut-être votre fille, sur les produits. Vous voyez, le profiling, la captation de données marketing sera beaucoup plus précise.
Donc, il faut être conscient de ça. Et ce que tu dis, Olivier, est vrai dans le monde virtuel, mais aussi dans le monde réel. Oui. N'oubliez pas que des lunettes de réalité augmentée vont avoir des caméras. Et ces caméras vont être actives tout le temps pour vous permettre d'accéder en fait au métavers et aux gains que doit vous apporter le métavers. Mais la contrepartie, c'est qu'on file tout le temps et partout. C'est un excellent sujet. Juste, je suis désolé, Olivier, de te couper. On va revenir dessus. C'est vrai qu'en tant que personne et nos données personnelles, c'est un vrai sujet, un vrai débat qui a déjà eu lieu avec Google, et pas uniquement Google, Facebook et les différents GAFA. Mais si on se met dans nous en tant que position d'entreprise, ce qui est aussi un peu le débat aujourd'hui, ça veut dire que ça va être aussi un moyen pour les entreprises qui nous écoutent, aussi de connaître un peu mieux aussi leurs utilisateurs, leurs clients, et les toucher aussi différemment et d'être présent aussi. C'est-à-dire que si je reprends la définition que vous donnez tout à l'heure, un monde métavers, c'est je suis un individu en réalité et en virtuel sur lequel je vais évoluer soit en totalité en 3D, soit en réalité augmentée, dans l'univers de jeu auquel on va me proposer des choses. Et la question, c'est comment moi, en tant qu'entreprise, je peux exister dans ces univers. Est-ce que c'est ce qui fait aujourd'hui, je vais payer Facebook pour être présent auprès de ses utilisateurs en réalité augmentée ou en virtuel, en tout cas dans ce métaverse, ou est-ce que je vais devoir créer mon propre univers pour être présent. On parle beaucoup aujourd'hui, par exemple, dans une plateforme qui s'appelle Decentraland, d'entreprises qui achètent leur terrain, qui construisent leur banque, etc. Et tout ça. Enfin, c'est un grand débat, mais la question aujourd'hui aussi, que ce soit pour les petites boutiques, pour les grands magasins, pour les entreprises, quelle est notre présence? Quel conseil? Comment aujourd'hui on va se positionner dans ces univers carrément? Il faut distinguer deux choses. Il y a l'environnement du métavers, on va dire ce qui est immobilier, les structures, l'équivalent du cadastre, le sol, les immeubles, etc. Donc, c'est des biens qui ne bougent pas, d'accord? Et puis, vous avez des objets qui circulent, des vêtements, des chaussures, d'accord? Donc, du point de vue des marques, des fabricants, le métavers est une opportunité extraordinaire puisque ça va permettre de créer des jumeaux de produits de grande consommation, comme des chaussures, comme des vêtements, de pouvoir les publier dans le métavers et de pouvoir finalement laisser les utilisateurs les porter, en parler, les échanger, etc. Donc, ça permet de faire connaître ces produits, de faire connaître ces marques dans un monde parallèle, sans justement avoir le canal complètement monopolisé par le GAFA, si on passe traditionnellement par les réseaux sociaux, etc. Donc, c'est une nouvelle manière de faire connaître ces produits par l'usage de personnages virtuels. Donc, voilà. Ensuite, pour les lieux, on va dire pour les biens physiques modélisés, là, effectivement, je pense que les grandes marques comme les Carrefour, etc., ont une carte à jouer. Carrefour vient d'acheter dans Decentraland, je crois, ou dans Sandbox, ils viennent d'acheter une parcelle pour construire un carrefour virtuel. Donc, il y a aussi possibilité pour l'aspect immobilier de recréer des boutiques, recréer des espaces où les avatars vont se réunir, vont écouter des concerts, vont visiter des galeries, vont découvrir des nouveaux produits et donc de créer des communautés que l'on ne pouvait pas créer physiquement dans le monde réel. On va pouvoir les recréer dans des espaces virtuels. Et voilà, alors moi je vais peut-être pas me faire des amis avec ça, mais Decentraland, Roblox, Sandbox ne sont pas des métavers, ce sont des plateformes. Et je pense que pour les marques, c'est une grave erreur. Parce que elles ne réinventent rien de l'expérience client. On se contente de réacheter un bâtiment pour reprendre possession d'un bâtiment et refaire la même chose qu'on fait dans la vraie vie. L'opportunité des mondes virtuels et du métavers, c'est de pouvoir réimaginer son expérience client. C'est, si vous prenez ce que font les grandes maisons de luxe comme LVMH, par exemple, ils ont fait au Grand Palais immersif, en immersif, un espèce de monde fantasmagorique où on vole au milieu de représentation de la marque et de ses produits pour ses clients, pour changer en fait le regard des clients et l'expérience client par rapport aux produits et à la marque.
Et là, vous avez un gain qui va être énorme en termes de concrétisation d'achat, premièrement, et ensuite l'inquantifiable, mais qui a une valeur inestimable, qui est votre image de marque. Voilà. Aujourd'hui, si vous prenez JP Morgan Chase, qui s'est installé dans Decentraland, ils ont ouvert un guichet, ils sont en train de prendre un backlash médiatique énorme parce qu'il se passe pas grand chose. Ils ont mis 3 affiches dans Decentraland et derrière, ça coince. Pourquoi ça coince? Parce qu'ils n'ont pas réfléchi à quoi ça sert. Qu'est-ce que je vais y trouver? Si on investit le métavers, et je suis d'accord avec Olivier, on a effectivement du physique, et il y aura du physique, que ce soit un immeuble ou une île volante, ça n'a pas d'importance, mais on va avoir un espace physique qu'on va pouvoir aménager selon les coûts. Et ensuite, il y a tous les produits qui s'échangent. La question étant, comment est-ce qu'on va apporter de la valeur, 1, à l'espace physique, 2, à l'échange, 3, à la création de communautés. Et Olivier a raison là-dessus, parfaitement raison. Le métavers, comme le web, va permettre de créer des communautés et de les créer encore différemment de ce qu'on faisait. Quand on est arrivé au Web 2 avec les réseaux sociaux, on a ouvert le monde entier à tout le monde. Voilà. Virtuellement, on est capable de se connecter à n'importe qui, à n'importe quel endroit de la planète pour échanger n'importe quel bien ou n'importe quel sujet. Le métavers permet de le faire avec une présence qui est encore différente. On y est physiquement, on a une proximité qui est différente avec les gens, donc un comportement qui n'est pas le même, et une implication dans ce qu'on fait qui n'est pas la même. Du coup, par exemple, pour le retail, là, on a une opportunité qui est énorme en termes de changer l'image de marque, de permettre de changer les choses pour un client. Si on parle d'éducation, on va pouvoir changer la manière dont on enseigne. Vous allez partir en expédition avec votre classe au milieu des dinosaures, des tranchées de la Première Guerre mondiale, sur Mars, où vous voulez pour faire le cours dont vous avez besoin. Mais en fait, toutes ces choses-là, on va imaginer l'utilisation de cet outil collaboratif, de cette spatialité de l'information pour en faire quelque chose de nouveau. On va pas se contenter de reproduire un phénomène qu'on sait déjà faire par ailleurs. Et c'est là où, en fait, les marques vont gagner énormément de choses. C'est quand elles vont être capables de repenser qu'est-ce que leur marque, qu'est-ce que leur expérience client est capable de faire aujourd'hui, maintenant pour leurs clients à travers les canaux classiques, le physique et le digital. Et comment est-ce que l'apparition de la spatialité et c'est ce que disait Olivier, qu'on nomme le phygital, hein, le lien entre l'objet physique et l'objet digital, le fait d'acheter un jumeau numérique, voilà, comment est-ce que ça va permettre de transformer les choses et en plus de ça à moindre coût, puisque si vous commencez à sortir comme certaines marques des gammes exclusivement dédiées au métavers, ça vous coûte 0 de fabrication, ça vous coûte le design, le concept, parce que vous payez de toute façon pour votre bien, quel que soit le bien. Par contre, en coût de fabrication, c'est 0. Si vous sortez une voiture volante dans le métavers, qui est une copie de votre voiture qui, elle, roule sur la route dans la vraie vie, cette voiture volante, elle coûte 0. C'est aussi simple que ça. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur le futur succès du métavers. D'accord. L'expérience utilisateur est vraiment bluffante, quel que soit le type, que ce soit réalité augmentée ou virtuelle. On a à peu près la même émotion ou la même disruption que envoyer un courrier avec une lettre physique et envoyer un email. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a goûté à cette expérience-là, il y a énormément d'usages qu'on ne pourra pas faire de manière différente. Donc, l'important, c'est vraiment de développer des applications qui tiennent compte des caractéristiques de ce nouveau monde. Et ce qui est très important, c'est quand on parle d'image de synthèse, quand on est immergé dans un monde, par exemple, c'est des applications qui tiennent compte du changement d'échelle. Dans l'Internet, tous les systèmes qu'on utilise, les plateformes, solutionnent des problèmes de distance. En fait, il n'y a plus de distance dans l'Internet, donc tout est instantané. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin, on n'a pas besoin d'avoir une représentation 3D pour plein de services, pour réserver un train, pour échanger à distance sous Zoom comme on fait là. On n'a pas besoin de représentation 3D. Donc imaginez remplacer Zoom par un chat 3D, c'est pas forcément la meilleure application, puisque là on arrive très bien à s'en sortir. Par contre, le fait d'être physiquement à proximité d'une autre personne, de pouvoir la voir, de pouvoir la toucher, d'avoir ce niveau d'interaction qui est plus de l'ordre de la dizaine de mètres, mais du millimètre, du centimètre, ça change beaucoup et ça permet de nouveaux usages.
Et aussi, ça génère des nouveaux comportements. Pour information, dans les réseaux sociaux, on a actuellement le harcèlement moral. Et là, dans le métavers de Facebook, on vient d'avoir les premières plaintes pour harcèlement sexuel. Donc, on voit qu'on change d'échelle. On passe du moral à des délits physiques. Bon, ça, c'est le mauvais côté. Mais le bon côté, c'est que du coup, on a énormément de services de nouvelles générations qui vont tenir compte de cette proximité. Je vous donne un exemple. Actuellement, si vous allez à un concert qui a 10 000 personnes autour de vous et que vous perdez votre ami, c'est très difficile de le trouver. Même vous pouvez éventuellement voir sa position GPS sur une carte. Je parle d'un concert réel, pas virtuel. Et essayer de le retrouver avec le GPS, mais vous le retrouverez pas dans la foule. Le GPS n'est pas assez précis. Avec le métavers, vous prenez votre téléphone, vous le mettez en mode caméra, vous balayez autour de vous et vous allez voir une petite flèche en lévitation qui va pointer sur la tête de votre collègue qui est dans la foule. Vous voyez, donc là, vous avez vraiment un usage de la vidéo dans lequel on intègre une information de synthèse qui va pointer à quelques mètres près de votre position la personne que vous cherchez. Vous voyez, c'est toute cette génération-là de services qui vont être très intéressants à réfléchir et à inventer. Merci à tous les deux pour d'avoir complété. Juste, moi j'ai des questions qui sont plutôt maintenant liées aux limites en fait aujourd'hui de l'application des métaverses. On en parlait hier. Moi j'en vois deux. Une qui est liée en fait à l'équipement. Et l'équipement technique en fait des gens en fait au général, des utilisateurs, des entreprises, mais aussi à la capacité des réseaux et aussi à l'impact écologique du métaverse ou des métaverses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui globalement, on se réunir, on va dire à 15 000 comme si on était dans Ready Player One. Aujourd'hui, techniquement, c'est pas possible. Alors non, c'est pas possible et c'est quelque chose qu'on sait faire depuis longtemps en plus. Si on prend World of Warcraft, ça fait 15 ans, je crois, qu'ils vont mettre en simultané des milliers et des milliers de joueurs et ils ont des techniques. Ça fait juste que tout le monde ne se voit pas. Voilà, c'est un peu ça le principe. On ne pourrait pas avoir cet effet de masse au même endroit. Ça, c'est très complexe. Pour l'équipement des gens, c'est là où va se poser un peu la question. C'est-à-dire que est-ce que demain, tout le monde sera équipé d'un casque de réalité virtuelle? Par exemple, moi, j'ai des doutes sur cette question-là. Je pense pas que ça sera un équipement aussi standard. Excuse-moi, j'ai juste en plus l'impression aussi que ça prend pas aussi bien que, par exemple, le téléphone mobile. Il y a plus de réticence pour l'utilisation. Alors, il y a effectivement plus de réticence. Qu'on parlait des données personnelles. C'est pas du tout la même chose. Voilà, aujourd'hui, il faut savoir que si vous mettez un casque de réalité virtuelle, avec les bons algorithmes, on sait qui vous êtes en 1 minute 30, si c'est pas la première fois que vous êtes dedans. Voilà. Si vous vous êtes identifié sur un casque de réalité virtuelle, vous le remettez 1 minute 30 plus tard, je sais qui vous êtes. C'est voilà, pour donner le niveau de données qui passe. Mais en fait, l'équipement personnel n'est pas vraiment la question qui se pose, surtout sur un domaine d'utilisation retail ou professionnel. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez amener vos clients quelque part pour faire une expérience. Et c'est vous qui allez fournir le matériel à vos clients pour faire une expérience. Voilà. Est-ce que demain on aura une vie parallèle numérique immersive donc, vraiment, est-ce qu'on aura Ready Player One? J'en ai aucune idée. Personne ne sait aujourd'hui. Il y a des gens qui pensent que oui, il y a des gens qui pensent que non. Mais en tout cas, ça n'empêche pas de tirer déjà une partie des bénéfices. Typiquement, ce que je vous racontais tout à l'heure sur le retail côté LVMH, ça, vous pouvez le faire dès aujourd'hui. Vous faites un événement, ou vous faites un camion itinérant, ou voilà, n'importe quoi sur une campagne de commercialisation de com qu'on sait faire aujourd'hui. On va utiliser le même système et vous allez emmener vos clients dans des expériences immersives pour gagner les gains de ces expériences immersives. Et ces expériences peuvent être reliées à une collaboration en ligne pour rencontrer, je sais pas moi, vous permettez à vos clients dans toute la France d'aller rencontrer votre designer à travers la planète qui font le succès de votre marque. Ça peut être quelque chose, un gros coup de com', par exemple. Et ça, il suffit juste d'avoir un bus qui se déplace, votre designer qui est chez lui, qui a un casque que vous fournissez, vous mettez des gens dans les casques avec des séances comme cinéma de 15-20 minutes, et ils peuvent aller discuter avec le designer qui leur montre le nouveau produit. Ça, c'est possible maintenant. C'est possible aujourd'hui, et c'est possible avec la proximité de l'avatar. L'intérêt de l'avatar, Olivier disait tout à l'heure, on remplace pas un Teams, je suis d'accord. Par exemple, sur une interview ou une conférence comme ça, ce que va apporter
le métavers, en tout cas le collaboratif, c'est que à la fin de l'interview, à la fin de la conférence, ce qui se passe en général dans une vraie conférence réelle, c'est que les gens viennent interagir avec les conférenciers, on boit un coup et on peut discuter et prolonger un peu les discussions plus loin. Et ben, vous allez pouvoir faire ça avec de l'immersif collaboratif. Ça fonctionne. C'est-à-dire que nous, on serait tous les trois sur une scène avec nos avatars, assis dans des fauteuils, on aurait le même niveau de son, voilà, sans nos caméras. Et à la fin, il y aura une salle qui permet d'échanger et on pourrait discuter les uns avec les autres pour pousser les réflexions plus loin. Donc ça, c'est disponible. Voilà. Ça fonctionne. Après, est-ce que demain, voilà, tout le monde sera équipé? Moi, j'ai des doutes sur la question. En fait, il faut vraiment considérer qu'on est au métavers au même niveau que pour le web dans les années 80. Au niveau technologique, on est, on va dire, à l'époque d'ARPANET, les premiers essais de réseau au sein des sociétés. On n'est pas encore dans les années 90. Donc, on utilise actuellement ce qu'on a pour faire des métavers. Mais vous voyez, moi, je considère que il faut simplement observer ce que font l'industrie actuellement, que ce soit les fabricants d'électronique comme Intel ou même Apple. Ils sont en train de faire évoluer la couche électronique pour accélérer les choses dans la captation d'informations. Vous avez aussi l'infrastructure réseau qui évolue, la manière dont on gère le cloud, etc., pour avoir plus de puissance. Voilà, tout ce que je vois au niveau des évolutions technologiques sont toutes pensées pour créer Ready Player One dans 30 ans. Mais pas avant. Par contre, avant, on a déjà pas mal de choses. Je vous signale que dans le téléphone que vous avez tous depuis 2 ans, vous avez tous la technologie qui va vous permettre, en mettant en mode caméra, de capter votre environnement. Et non seulement vous avez des informations de couleur, de vidéo, mais vous avez aussi des informations de profondeur. C'est-à-dire que maintenant, n'importe quel téléphone, on va dire, qui a au moins 1 an et demi et qui est à plus de 500 €, c'est mesurer les distances entre les différents objets et c'est capter la volumétrie autour de vous. Donc, on peut déjà imaginer des applications sans lunettes, sans casque virtuel, en balayant avec son téléphone autour de soi. Et là, on peut voir des informations du métavers qui s'affichent en surimpression sur l'image réelle. Donc, par exemple, vous vous promenez, moi je suis dans le Var, donc c'est une région où il y a 600 domaines vinicoles. Vous vous promenez au milieu des vignes et là, vous suivez un guide virtuel avec votre téléphone et en balayant les vignes, vous avez des informations sur le cépage, vous avez des informations sur la vigne, etc. Ça, c'est tout à fait faisable, sans casque, sans lunettes, simplement avec un téléphone de dernière génération. Donc, on commence quand même à pouvoir faire plein de choses, mais d'un niveau immersif et d'un niveau de qualité qui correspond à l'Internet des années 80. Et on a deux remarques dans le chat qui sont intéressantes. Il y a Julien qui nous dit que la plupart des mondes virtuels existants sont sans casque. Oui, mais c'est bien ce qu'on dit. C'est pas des métavers. C'était au tout début de la définition. Un métavers est par définition tridimensionnel et immersif. Sinon, vous faites un MMORPG. Ça ne change rien de MMORPG qu'on fait. C'est appliqué au jeu ou à d'autres choses comme Second Life, mais ça reste un MMO. Le métavers, il y a un truc en plus. Et je dis bien le palais, parce que c'est la plateforme collaborative. Encore autre chose. Voilà. Et on a Philippe qui nous dit il va falloir un vrai confort d'utilisation. Oui, c'est vrai. Il va falloir un confort matériel, encore que ça progresse. Et il va falloir un confort réseau. Bah ouais, ça, c'est le déploiement des réseaux. Aujourd'hui, la 4G fait que ça marche normalement assez bien. La fibre fait que ça fonctionne bien. Mais oui, il va falloir que tout ça soit mis en place. Et les serveurs de calcul qui vont bien, il y a quand même toute une infrastructure technique à mettre en œuvre aujourd'hui pour le métavers qui n'existe pas. Et par contre, pour le mal de mer, c'est vrai si vous avez une mauvaise connexion. Par contre, si vous faites de l'immersif en local, ce que font aujourd'hui les marques dans le travail qu'ils font, par exemple en local client, vous avez zéro souci. Et sur les plateformes collaboratives, qu'elles soient immersives ou non, qu'elles soient gaming ou non, aujourd'hui, on sait tout à fait faire des expériences ultra fluides. Juste, voilà, il faut garder en tête l'élément World of Warcraft. World of Warcraft, c'est un jeu qui a 15 ans et qui tourne aujourd'hui avec encore des millions d'utilisateurs. Donc, on a une expérience qui est fluide. Et sur l'immersif, ça, c'est à prendre en compte, que ce soit réalité virtuelle, réalité augmentée grand public, à part par téléphone, c'est pas encore tout à fait prêt. Mais réalité virtuelle, par exemple, on a réglé ces problèmes-là. C'est un problème qui date depuis 2014.
Et c'était parce qu'on mettait les téléphones en vidéo 360. Aujourd'hui, si vous avez un casque, un Quest 2 par exemple de chez Oculus, donc Facebook, 350 €, c'est le meilleur casque du marché en grand public. Donc, et vous avez zéro souci. Et c'est un best-seller. Hein. Il s'est mieux vendu que les PlayStation 5 en termes de lancement sur le marché. Et eux, ils ont une cible uniquement grand public. Business, ça va arriver à partir d'octobre cette année. Oui, Super, avec un Oculus à 250 €, on peut faire des réunions virtuelles immersives facilement avec 50, 60 personnes. La représentation des personnes est correcte, c'est le niveau d'une PlayStation 2, on va dire. Voilà. Si on accepte d'avoir notre visage dans un cube ou dans un carré ou dans une sphère et sans avoir les jambes, les membres, etc., on peut monter à des réunions à 500, 1000 personnes. Voilà. Tout dépend du niveau de réalisme de l'avatar et aussi de ce qui nous environne. Mais on peut quand même actuellement, moi je dis juste un concert avec 10 000 personnes et virtuel où on a un avatar qui se promène autour des gens avec un niveau d'interaction de type jeu vidéo actuel, ça c'est pas avant 5-6 ans, voire 10 ans. Super. Alors, il nous reste un petit quart d'heure et je voudrais l'utiliser, si ça vous va, pour parler de la formation. Parce que je sais que c'est un sujet que tous les deux vous avez abordé, que vous abordez tous les jours. On pourra parler aussi de la partie éthique et de la réglementation à toute fin. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions et commentaires. On les lit et on interagit avec vous. En fait, là aussi, bien sûr, l'immersif et la réalité augmentée dans la formation, ça existe depuis très longtemps, et même dans le recrutement, hein, si on reprend les simulations par l'AFPA ou par Pôle emploi. Qu'est-ce que va apporter les mondes virtuels dans la formation de demain des adultes et des salariés en poste? Et je parle même pas des jeunes, mais je parle aujourd'hui voilà. Où est-ce qu'on en est sur l'état de l'art sur ce sujet? Tu as raison en disant que ça fait longtemps qu'on fait de la formation par simulateur. Les pilotes de ligne, on les forme sur simulateur depuis le début. Donc, OK, ça, c'est la réalité virtuelle. D'une manière ou d'une autre, c'est la réalité virtuelle. Très bien. Ce qui change aujourd'hui sur la formation, c'est pas tant le métavers, c'est un buzzword. Le truc qui est important dans la formation aujourd'hui, c'est l'immersif. Pourquoi l'immersif? Parce que les casques ne valent plus rien pour une entreprise, pour une université, pour une école. C'est des budgets qui sont pas plus conséquents que d'acheter de nouveaux ordinateurs ou des tablettes. Voilà. Et là, donc on arrive avec des périphériques qui sont pas chers, des expériences qui sont pas chères à créer, de moins en moins chères. Et après, et là on a les gains. Après, est-ce que le métavers apporte quelque chose? Donc le métavers, je rappelle, persistant, évolutif, interconnecté, et je ne sais plus quelle était la quatrième qu'on a dit, mais bon, déjà avec ces trois-là, est-ce qu'on a besoin d'un univers persistant pour faire de l'enseignement? Est-ce qu'on a besoin d'un environnement qui va évoluer d'une personne à une autre, qui va évoluer d'un temps A à un temps B sans qu'on soit dedans? Je ne sais pas non plus. Voilà, là, c'est vraiment de la question d'usage. Est-ce qu'on a du gain de formation à utiliser le métavers? La question se pose, est-ce qu'on en a à utiliser les technologies immersives? Absolument, et énorme. On peut juste même pas les imaginer, les gains aujourd'hui. Et juste pour répondre aux deux autres questions qui étaient dans le chat, réflexion éthique, il y a des initiatives qui existent, rien d'étatique, et protocole réseau standard à destination du monde de la formation, peut-être. Aujourd'hui, on ne sait pas. En tout cas, sur la question métavers, on ne sait pas. Sur les questions immersives, en gros, on se recolle sur les protocoles réseau existants. Morgane, moi, je t'entends plus. Non, t'entends plus, Morgane. Je t'entends plus, Morgane. Vous m'entendez plus du tout? Ah, voilà, c'est bon. Ça y est. Mon micro a décidé de me lâcher. Non, c'est bon, on t'entend. On t'entend. Le son doit être moins bon parce que j'ai plus mon micro. Bon, c'est pas grave. On va finir comme ça. J'allais poser en fait la question du vidéo protocole lié à destination au monde de la formation parce qu'on parle de l'équipement
Et aussi, après, il y a les contenus qui s'échangent, qui se vendent. Et c'est ça, en fait, parce qu'aujourd'hui, on est tous, en fait, aujourd'hui, on connaît tous le SCORMS, par exemple, pour le e-learning, qui est peut-être devenu désuet, mais qui aujourd'hui a normalement été utilisé ces dernières années. C'est une question aussi que les gens qui font partie de la formation, je sais qu'il y en a beaucoup qui participent, peuvent se poser comme question. En fait, je pense qu'il faut simplement regarder comment a évolué le web et la formation avec l'outil web, Internet, et on peut éventuellement se projeter et imaginer comment ça va évoluer dans le métavers. Actuellement, dans tout ce qui est technologie immersive, réalité augmentée, on peut faire de la formation et ça a une plus-value. Mais comme disait Louis, c'est dans le cadre d'une relation entre un professionnel et des élèves. Donc, on ne parle pas de métavers, on parle d'une plateforme immersive où une formation a lieu et on utilise l'outil immersif pour expliquer, pour donner un apprentissage beaucoup plus facile et efficace. On pourra projeter ce type de relation professionnelle élève de manière globale dans un métavers à partir du moment où tout le monde pourra finalement être le professeur et l'élève. Donc, l'équivalent de ce qu'on a vécu dans le web avec les réseaux sociaux, où en fait, maintenant, on peut ouvrir une chaîne YouTube, faire une formation dans un domaine, par exemple, la programmation blockchain, et vous avez une communauté qui va s'agréger à votre chaîne, et là, vous avez une formation. Voilà. Donc, l'individu, le particulier, qui peut après se structurer en société, va pouvoir devenir une école de formation virtuelle avec YouTube. Dans le métavers, on aura la même chose à partir du moment où tout le monde pourra créer des objets compatibles avec le métavers. À partir du moment où on aura des outils qui nous permettent de produire des objets 3D aussi facilement que YouTube nous permet de produire de la vidéo actuellement. À partir de ce moment-là, on pourra imaginer que vous ayez des individus qui créent des objets compatibles avec le métavers et qui apprennent, par exemple, comment réparer le moteur d'une voiture électrique, parce que ce sera électrique, je pense, à ce moment-là. Comment réparer sa voiture électrique, comment réparer sa trottinette électrique. Vous voyez, c'est imaginer les réseaux sociaux dans le métavers à partir du moment où tout le monde pourra produire du contenu aussi facilement qu'aujourd'hui dans le web 2.0. Et donc, il y a Philippe là, qui intervient et qui dit qu'il y a un problème aussi de ROI pour les entreprises parce que le coût d'investissement encore dans les métavers, on n'entend pas du tout? Oui, tout à fait. C'est extrêmement coûteux de produire du contenu dans le métavers parce qu'on est sur des outils de production qui sont beaucoup plus lourds, beaucoup plus chers et ça demande des compétences beaucoup plus complexes que produire dans l'immersif en 2 dimensions dans le web. Alors, et surtout, juste aussi pour dire que produire du contenu dans le web 2.0 est aussi coûteux encore aujourd'hui. C'est ça aussi, il faut le dire. C'est-à-dire produire du contenu, je suis bien passé pour le savoir, produire des webconf, produire un podcast, des vidéos ou autres, ça coûte encore cher pour des entreprises qui sont de taille encore intermédiaire. Oui, mais il faut comprendre que toute l'industrie se mobilise depuis à peu près 15 ans. Vous avez déjà des scanners qui permettent de capter des objets physiques très facilement. Donc, tout ce qui est captation, conversion d'un objet physique en objet 3D métavers, on a des outils maintenant qui deviennent de moins en moins chers. Tout ce qui est captation vidéo avec de l'information 3D, c'est-à-dire capter avec une caméra un environnement pour le retrouver de la même manière en 3 dimensions dans le métavers, ça commence à être de moins en moins cher. Voilà, il y a des évolutions au niveau de l'électronique. Actuellement, il y a des caméras, il y a des systèmes qui permettent de filmer en temps réel un match de foot et de passer, de faire converger tous ces flux vidéo pour créer une image 3D, de telle manière à ce que le spectateur puisse se retrouver sur le terrain de foot à n'importe quel endroit et voir vraiment les vrais joueurs comme s'il était au milieu du terrain. Tout ça existe. Ça va arriver dans les studios de production et ça va être utilisé dans le cinéma, dans la télé, etc. Mais voilà. Donc,
On va pouvoir créer de la donnée 3D, de la donnée compatible de manière de plus en plus économique. Voilà. Mais il faut être patient. Et après, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est une question de ROI, certes. Alors, si on fait du métavers, ça coûte une fortune. Si vous faites de l'immersif, c'est pas si cher que ça. Et la question du ROI, elle est liée à la qualité du développement et du déploiement que vous allez faire derrière. C'est sûr que si vous faites une expérience métavers pas une expérience métavers, une expérience immersive, métavers, pas métavers, que vous la déployez sur 15 personnes, votre ROI, il est nul. Parce que factuellement, vous impactez pas votre population. À l'inverse, si vous faites une expérience, je vous en donne 2 exemples, de formation ou d'industrialisation en utilisant les technologies immersives et que vous la déployez à large échelle, vous avez des gains considérables. Walmart, et je vous parle de ça, c'était en 2019, ils ont formé 1 million de collaborateurs avec 10 000 casques de réalité virtuelle sur 40 scénarios de formation différents. Ils ont un ROI de dingue sur cette formation parce qu'en fait, ça, c'était des formations où ils déplaçaient des gens face à des formateurs avec des exercices. Ils devaient les emmener dans les Walmart Academy. Et tout ça, c'était très cher. Ils ont fait des expériences sur des casques de réalité virtuelle, mettre les gens dedans, ça fonctionne. Et ça, ils font des économies. Sur l'industrie, si vous faites de la revue de design industriel, c'est des millions d'euros que vous économisez juste en utilisant des casques pour visualiser vos modèles 3D. Voilà. C'est réellement des millions d'euros. Donc, en fait, il faut bien, on en revient à l'usage. Caractérisez bien ce que vous voulez faire et vous allez trouver des gains derrière. Parce que qui paye pour les services, c'est les entreprises. Aujourd'hui, vous voulez faire du métavers, il faut payer des abonnements web, il faut payer du stockage web, il faut payer du calcul, des casques, des développeurs. Voilà, c'est conséquent. Si vous avez un impact, parce que vous avez estimé l'impact auquel vous devez accéder, eh ben, vous faites votre ROI en fonction de ça. Et on pourra avoir une estimation de ça. Si vous êtes déjà pas sur des systèmes en ligne, mais hors ligne, ou pas métavers, mais plateforme collaborative, de toute façon, des développements métavers, c'est ce qu'on disait un petit peu avant. Il va falloir attendre quelques années encore pour qu'on puisse faire du développement métavers, sous réserve d'avoir les infrastructures réseau qui tournent. Mais le ROI de ces technos-là, il est aujourd'hui avéré. Il est aujourd'hui avéré si vous définissez bien votre cahier des charges. Oui. Et juste pour terminer sur la dernière remarque de Philippe, on tourne autour de business, autour des grands groupes. Non, pas du tout. Moi, je travaille avec des centres de formation, par exemple, des centres de formation pour décrocheurs dans le 20e arrondissement de Paris. On est clairement sur des gens qui n'ont pas d'argent, sur des domaines où il n'y a pas d'argent. C'est juste que faire, par exemple, une formation au tourisme et à l'accueil client d'entreprise, à l'accueil client dans une agence de tourisme, ils ont fait de la vidéo 360 dans des casques à 250 €. Coût total du projet, on est à 15 000. Ça fait 2 ans qu'ils la font tourner. Voilà. Et donc, ils ont passé aujourd'hui dans les 400 élèves, je crois. Alors que pour faire la même chose, avec le même niveau d'immersion et d'interaction, ils devraient emmener leurs élèves dans une vraie agence de tourisme pour les mettre en face de faux clients. Donc, il faut payer soit des profs, soit des acteurs. Et ben tout ça, ça disparaît. C'est juste une question d'échelle. Oui, en compléter rapidement. En parlant d'échelle, je pense qu'il faut imaginer l'évolution du métavers de la manière suivante. Vous allez avoir des grands groupes qui vont créer la structure du métavers. Donc, je pense à Amazon, à Facebook. C'est-à-dire, c'est eux qui vont créer l'environnement dans lequel nous allons évoluer, comme Google Facebook a créé l'a fait dans les réseaux sociaux. Facebook contrôle Instagram, contrôle donc tous ces tuyaux dans lesquels les influenceurs se font connaître. Ben là, c'est pareil. Les avatars vont évoluer dans des environnements qui seront créés avec des outils par des professionnels et qui utiliseront les solutions Meta ou les solutions Amazon, des solutions toujours des mêmes. Par contre, à l'intérieur de ce monde-là, dont la structure solide, on va dire, est créée par ces acteurs incontournables, on va créer des univers dans le métavers qui pourront être des espaces très intéressants pour les marques, par exemple, puisque c'est pour ça que Nike rachète énormément de studios, des studios qui sont spécialisés dans la modélisation 3D. Pareil pour Adidas. Si je prends ce secteur-là, une marque qui a décidé
de transformer tous ces produits manufacturés en produits 3D, va voir son objet 3D, donc la représentation virtuelle de son produit physique, se promener dans cette infrastructure mis à disposition par Facebook et des grands acteurs. Donc, son produit va vivre dans ce monde-là et c'est donc une formidable opportunité pour la visibilité des produits des marques, pour la notoriété et aussi pour capter des informations comportementales des acheteurs potentiels qui seront, eux, représentés en avatar. Donc, il faut voir aussi le métavers comme, pour moi, je vois le métavers comme une opportunité extraordinaire pour les marques de luxe, pour les marques du sport, tout objet du quotidien qui va se retrouver manipulé dans cet univers-là, parce qu'on a une source d'information beaucoup plus riche que ce qu'on a actuellement dans le Web 2. Ok, super. Je pense que c'est une très bonne conclusion de notre webinaire. On arrive à la fin de l'heure. Merci à tous d'y avoir participé. On peut synthétiser en disant que globalement, on est au tout début, on va dire, de cet environnement et de ses futures utilisations, qu'il y a du côté des entreprises, des organisations, un travail, on va dire, de réflexion sur l'évolution de leur visibilité sur ces différents plateformes, univers immersifs et de leur utilisation aussi en termes de formation. Ça leur permet aussi d'anticiper les futures choses, les futurs, on va dire, enjeux qui vont arriver. On nous pose une question sur l'impact sur l'immobilier aussi. Aujourd'hui, maintenant, on visite des appartements à distance rien qu'avec de la vidéo. On pourra pas rentrer dans le détail parce qu'on va manquer de temps et que voilà, j'engage les gens sur 1 heure et je veux pas qu'ils prennent plus de temps. J'espère que ce sujet vous a vraiment intéressé, vous a plu. Donc voilà, merci à tous d'y avoir participé. J'espère que ça vous a plu. Merci d'être restés fidèles à nos différents échanges. Merci Louis, merci Olivier pour vos conseils, votre expertise. Je vous souhaite à tous une agréable journée, une bonne semaine et je vous dis à très bientôt dans le Meeting Club. Au revoir, à bientôt. Merci. Au revoir, merci. C'est super, vous avez suivi l'émission jusqu'au bout. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager à vos amis et surtout à mettre 5 étoiles, 20 étoiles, 30 étoiles sur Apple Podcast. Ce podcast, le Meeting Club, a été produit par Proactive Academy, une entreprise qui vous accompagne dans la formation et la montée en compétences de vos salariés. Je remercie toutes les équipes pour leur aide et pour leur investissement de tous les jours. Et je vous dis à très bientôt dans le Meeting Club.